traverse toute la largeur du navire, étant tout autour hérissé de pointes de fer. Cela partage la longueur du navire en deux. Les nègres occupent tout le devant, l'équipe et les femmes esclaves le derrière, en sorte que cela nous sert de rempart et de défense. Cela sert à les tenir dans la soumission et dans la crainte. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels, entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les co-héritiers sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignagés, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 cas en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. La mise en procès. Le roi Louis XIV a édicté le Code noir en 1685. Ce code légifère le statut des esclaves dans les possessions françaises aux Antilles. Ce Code noir, je le mets ici, aujourd'hui et devant vous, en procès. Relisons les premiers mots de l'article 44. Déclarons les esclaves être meubles. Il est écrit, je répète. Déclarons meubles. Un débat a longtemps opposé les jurisconsultes à propos de la définition légale du noir. Le noir est-il meuble ou immeuble? Un bien mobile comme les bestiaux, une charrue, une charrette, ou un bien immobile comme un terrain, un champ, une plantation? Les noirs, où les range-t-on? Le noir fait-il partie intégrante des biens de la plantation? Dans ce cas, un immeuble. Le noir peut-il être cédé, transmis séparément de la plantation? Dans ce cas, un meuble. Alors, meuble ou immeuble? Un procès en 1665 opposait les deux fils devenus propriétaires d'une plantation à la mort de leur mère. L'aîné avait hérité du domaine et de ses noirs. Le second d'une maison en ville. Ce dernier réclamait en justice, la moitié des noirs de la plantation, tout simplement. À la suite de ce cas jurisprudentiel, les esclaves ne pouvaient être transmis que conjointement avec la plantation. Donc, en 1665, les esclaves sont considérés comme des immeubles. Mais ce sont des immeubles qui, manifestement, bougent. Alors, meuble ou immeuble? En 1684, le Conseil d'État juge: les nègres et les bestiaux sont réputés meubles, quoique insaisissables. Très bien, donc, à partir de 1684, les esclaves sont des meubles qui restent insaisissables. Oui, mais s'ils sont meubles insaisissables, manifestement, cela arrange les propriétaires terriens, mais pas le commerce qui nécessite sécurité et garantie des transactions. Alors, meuble insaisissable ou meuble saisissable? Le Code noir tranche définitivement en 1685 avec l'article 44. Le noir est traduit en droit comme étant un meuble saisissable. C'est décidé. Son maître peut l'acheter, le revendre, le gager, le transmettre en héritage. Les créanciers peuvent les saisir et les revendre. Le noir est une chose du commerce, un bien, un capital. Et qui travaille en plus. Le noir n'est pas un bien inerte, mais un bien mouvant, flexible, qui circule. La grande circulation des idées, des commerces, des marchandises et des capitaux. Le commerce triangulaire, le commerce mondial, le monde. Au nom de Dieu Tout-Puissant,
il est nécessaire de combattre le mal. N'est-il pas écrit dans notre Sainte Bible que les nègres subissent la malédiction de Canaan, fils de Cham, maudit en son fils par Noé son père, qu'il condamne à demeurer esclave? Noé a châtié le péché de son fils et l'a désigné esclave pour des siècles et des siècles. Plût à Dieu que l'on achetât tous ces misérables nègres et qu'on dépeuplât l'Afrique. L'esclavage est une nécessité divine. Et la France, fille aînée de l'Église catholique, apostolique et romaine, accomplit son devoir le plus sacré. Guidée par notre Sainte Bible, éclairée par la volonté de Dieu, créateur de tout sur terre, nous avons dit, statué et ordonné le Code noir. Nous avons dit, statué et ordonné le Code noir afin que les lois divines s'accomplissent dans l'ordre sur terre. Les nègres sont esclaves sur la terre, soit, c'est dans leurs conditions, nul ne peut en disconvenir. Mais enfants de Dieu au ciel et dans la crainte de Dieu sur terre. La France est fille aînée de l'Église et se doit de faire respecter les valeurs d'humanité de notre sainte religion catholique, apostolique et romaine, par la reconnaissance que les nègres sont aussi enfants de Dieu. Ainsi, nos nègres sont évangélisés, ils sont baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Nous avons aussi dit, statué et ordonné le Code noir afin que le bien règne et que notre justice reste charitable. Nos esclaves nègres sont nourris, vêtus et soignés par leurs maîtres qui en ont obligation. Souvenons-nous, obéissance, soumission, pardon et miséricorde sont les préceptes de notre sainte religion catholique, apostolique et romaine. Mensonge, madame. Les maîtres ne respectent pas leurs obligations. Un esclave n'est ni bien entretenu ni bien nourri. Comment peut-on imaginer qu'un esclave malade reçoive des soins alors que toutes ses forces physiques sont exploitées jusqu'à sa mort? La moyenne de vie d'un esclave aux Antilles est de 5 ans. Et même s'il arrive que l'un d'entre eux puisse survivre et qu'il ait une descendance, il y a l'article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves. Et s'il est affranchi, le noir demeure dans un état de soumission. Article 58. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres. Ce code noir institutionnalise les violences. Article 38. L'esclave fugitif aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Entre le singe et l'homme, le nègre n'a pas conscience du péché. Et lorsqu'il s'enfuit comme un animal sauvage, nous devons le punir, nous devons le soumettre. L'esclavage pénal est ordonné par la loi divine qui oblige à conserver l'ordre naturel et qui interdit de le troubler. Il est inné chez les nègres d'être injuste, cruel, barbare, anthropophage, traître, trompeur, voleur, ivrogne, feignant, orgueilleux, malpropre, impudique, jaloux et poltron. Nous avons le devoir évangélique de sauver leur âme aussi noire que leur peau.
notre grande mission chrétienne est de les libérer du mal et de les accompagner sur les longs chemins du repentir. Seul le dur labeur et l'obéissance peuvent les y conduire. Et puis, gardons raison. La traite négrière est, je le rappelle, une nécessité divine. Le commerce de l'or, de l'argent, du sucre et du tabac exige des bras, des mains, des pieds toujours plus nombreux et robustes. Les Indiens Caraïbes se sont révélés inaptes aux durs travaux. Nous avions aussi recouru à des engagés blancs. De la vie générale, un nègre est en fin de compte le plus utile. Il sait s'accoutumer aux chaleurs, n'a besoin que de quelques linges pour couvrir sa honte, mange peu et est fait à l'air et au chaud. Or, restons clairvoyants. Nous avons une mission, celle de privilégier le négoce sur terre et sur mer, de promouvoir la grandeur de la France, d'étendre son empire, d'affirmer la puissance de Dieu. Et il a fallu organiser et réglementer la main-d'œuvre. Et ce ne fut pas chose aisée. Et d'ailleurs, notre code noir de 1685 n'y suffit plus. Nous n'avions pas prévu le besoin bien pieux que ressentent les colons blancs d'amener leurs esclaves noirs en France pour les servir le temps de leur séjour et pour les instruire de la religion catholique. Effectivement, le code noir ne suffit plus. Légistes, magistrats et jurisconsultes se sont occupés d'abroger le vieux droit édicté en 1315 par le roi Louis X. Ce droit permettait à toute personne qui touchait la terre de France d'être affranchie. La France, symbole de terre de liberté, incitait les esclaves à fuir les colonies. Il aura fallu 53 ans de débats juridiques pour enfin abolir le droit de la terre de France. Et cela ne suffit pas. Les nègres se multiplient trop en France et cela crée le désordre. Il faut alors toujours et encore réglementer les entrées et les séjours des nègres. 1716. Nous voulons, ordonnons et disons que les maîtres désireux de se rendre en France avec des esclaves doivent préalablement en obtenir l'autorisation auprès du gouverneur général de la colonie. Que, débarqués en France, les maîtres doivent enregistrer leurs esclaves. Cette déclaration mentionne le nom de l'esclave, âge, sexe, provenance, date d'arrivée, nom, profession et résidence du maître, nom du navire et nom du capitaine. 1738. Nous voulons, ordonnons et disons que les esclaves ne puissent plus demeurer en métropole au-delà de 3 ans. Que tout capitaine de vaisseau aux îles de l'Amérique qui ne prenne pas les précautions nécessaires pour empêcher qu'ils s'y embarquent des nègres soit tenu de les racheter à leur maître. 1763. Nous voulons, ordonnons et disons que les esclaves en surnombre soient renvoyés dans les colonies à peine de confiscation de ces esclaves qui seront alors pris et renvoyés aux frais du royaume. 1777. Le nombre des gens de couleur s'étant multiplié à un tel point que le plus petit particulier en a un à son service, à telle enseigne que le royaume en est inondé. Nous voulons, ordonnons et disons qu'il soit fait défense expresse à tout sujet dans le royaume d'amener tout noir, mulâtre et gens de couleur sous peine d'amende. Qu'il soit également fait défense expresse à ces gens d'entrer à l'avenir dans le royaume, si tel est le cas, qu'ils soient arrêtés et reconduits dans le port le plus proche. Nous voulons, ordonnons et disons qu'il soit créé une police. Une police des nègres, chargée de contrôler tous leurs mouvements et placer ceux qui débarquent illégalement dans des dépôts réservés spécialement à cet effet. Et cela suffira-t-il? Cela suffira-t-il? La traite négrière
a duré 3 siècles. Le Code noir a été appliqué pendant 2 siècles. L'esclavage a été aboli en 1848. Rappelons qu'il avait déjà été aboli une première fois en 1794, mais rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte, premier consul. Soulignons également que l'abolition de l'esclavage représentait un coût pour les propriétaires qui subissaient de facto un manque à gagner considérable du fait même qu'ils n'avaient plus d'esclaves. La Deuxième République, en 1848, décida d'indemniser les maîtres. Citons Tocqueville. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. Parmi toutes les races humaines, la seule que la nature est douée d'un grand dynamisme, la seule qu'anime une soif inextinguible de nouveauté, de science, de raison, d'instruction et d'éthique, c'est la race blanche. Il faut accepter qu'il y a une hiérarchie entre les races et les civilisations. Et nous appartenons à la race et à la civilisation supérieure. On ne combat pas un Européen et un Arabe de la même façon. Et notre armée sur le terrain peut en témoigner. Car enfin, ce sont des barbares. Nous avons affaire à des gens qui copulent à tout vent, des feignants, et qui ne savent pas exploiter la terre, et qui dans le combat sont de vrais animaux sauvages. Il n'y a pas à hésiter. Face à des peuples à demi sauvages, à des peuples dangereux, à de fanatiques populations musulmanes viles et nuisibles pour l'humanité tout entière, car accoutumées à la dévastation et au meurtre, on est obligé d'employer des moyens plus durs et plus violents, et quelquefois bien plus durs que ne le voudrait le sentiment naturel de nos soldats. Citons Alexis de Tocqueville. J'entends souvent en France des hommes que je respecte mais que je n'approuve pas trouver mauvais qu'on brûle les moissons, vide les silos, qu'on s'empare des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui veut faire la guerre aux Arabes est obligé de se soumettre. Le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays. Nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides qu'on nomme razzia et qui ont pour objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux. Il faut montrer aux Arabes qu'il n'y a pas d'obstacle qui puisse nous arrêter. Il faut détruire tout ce qui ressemble à une agrégation permanente de population. Oui, je crois de la plus haute importance de ne laisser subsister ou s'élever aucune ville dans les domaines d'Abdelkader. Vous faites allusion aux sinistres enfumades, Madame la République? Comment procédait-on pour réaliser ces ignominies? On regroupait la population d'un village dans une grotte.
les races nègres, ni les races jaunes, ni les races dont l'habitat primitif est le Proche-Orient n'ont, à travers leur longue histoire, manifesté l'imagination créatrice, la faculté d'invention nécessaire pour briser un jour les institutions et les croyances qui, venues du fond des âges, n'ont pas cessé de les régir. Ces races sont presque toutes dépourvues de capacités gouvernementales réelles. Les peuples colonisés sont incapables de gouverner et d'administrer, d'assurer l'ordre et la sécurité de leur pays, d'utiliser leurs ressources naturelles et de les faire entrer dans le circuit mondial. L'erreur a été commise par ceux qui ont rédigé les droits de l'homme. Au lieu de rédiger plus modestement la Déclaration des droits du citoyen français. Il n'est pas possible de plier l'humanité à une formule, même excellente, parce que les races ne se modifient pas au bruit de quelques phrases, mais qu'elles mettent plusieurs siècles à évoluer. L'indigène n'est pas comparable au français. Il n'a ni sa constitution physique, ni ses qualités morales, ni son instruction, ni sa religion, ni ses traditions, ni ses mœurs, ni sa civilisation. Citons M. Legge, ministre des colonies en 1906. Il faut renoncer pour toujours à l'assimilation. Il y a dans le génie des diverses races qui peuplent la Terre des équivalences, mais il n'y a pas d'identité. Dès lors, pourquoi vouloir imposer nos habitudes d'esprit, nos goûts, nos mœurs et nos lois à des peuples pour lesquels les mots de famille, de société, de propriété ont des significations différentes? Ce serait tenter une œuvre inutile et dangereuse. Les Européens, hommes blancs évolués, sont actuellement maîtres. Aux peuples avancés d'Europe et d'Amérique du Nord conviennent les bienfaits de la démocratie, de l'état de droit et des longues procédures destinées à garantir les prérogatives civiles et civiques de leurs membres. Aux peuples arriérés ou mal civilisés d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, il faut imposer d'autres institutions et une justice qui, débarrassée des subtilités découlant de la séparation des autorités administratives et judiciaires, pourra sanctionner promptement les indigènes en leur rappelant que les Européens sont les maîtres. Il faut avant tout affermir notre domination par un système autoritaire et une politique d'assujettissement qui est la seule possible quand il s'agit de colonies d'exploitation vastes et peuplées de millions d'indigènes réfractaires à notre civilisation. Pour finir, résumons. Quand le royaume, au moment des grandes découvertes, a déporté des milliers d'hommes sur ces îles d'Amérique, ces hommes sont devenus des nègres esclaves importés. Les Français, eux, étaient des maîtres de l'empire colonial. Quand le royaume s'est éteint, la France a su rester empire. Vous êtes allés chez eux. Et lorsque vous étiez chez eux, Madame la République, les Français étaient là-bas, des Français des colonies. Eux, qui étaient chez eux, étaient des indigènes des colonies françaises. La France n'y est plus. Puisque vous n'y êtes plus, Madame la République, ce n'est plus la France. Lorsque les habitants de là-bas viennent en France, ils sont des étrangers en France. Et lorsque les habitants français vont là-bas, ils sont des Français à l'étranger. Que le syllogisme juridique est beau, n'est-ce pas?
Mesdames, Messieurs, à vous de juger. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Louis Georgetin. Je suis maître de conférence à l'Université d'Orléans, également le président du CRAN, qui est le Conseil représentatif des associations noires de France. Et je souhaite rendre hommage à ce spectacle dont la forme particulière, la mise en procès, ne peut que rappeler la vocation initiale du théâtre dans l'Athènes antique, le côté civique, l'engagement. Et cette forme me paraît être appropriée au sujet. Elle anticipe, comme s'il s'agissait d'une répétition générale, sur les procès véritables qui vont suivre, et il y en aura. Qui dit procès dit justice, qui dit justice dit réparation. C'est pour cela que la question des réparations est au cœur d'une campagne que nous menons avec un collectif qui s'appelle Correct, dans lequel figurent des associations comme le MIR, le COFAD, la Brigade antinégrophobie, Sortir du colonialisme, qui est du reste un collectif aussi, elle-même. Aussi vieux que l'esclavage lui-même. Après tout, que demandaient les esclaves? Deux choses, liberté et justice. Cette justice qu'ils appelaient de leur vœu pouvait prendre des formes diverses. Certains demandaient à pouvoir retourner chez eux. C'est le mouvement Back to Africa. D'autres demandaient des terres qu'ils avaient fécondées de leur sueur, de leur sang, par leur travail. D'autres disaient, s'ils étaient plus vieux, qu'ils voulaient une retraite. D'autres plus jeunes disaient, nous voulons faire des études, avoir des bourses pour cela. Voilà un peu les formes diverses qu'ont pu prendre ces requêtes. Et je voudrais évoquer finalement quelques étapes de ce mouvement pour les réparations. Je prendrai à dessein deux pays. D'une part les États-Unis, d'autre part la France. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont peut-être le pays au monde dans lequel le mouvement pour les réparations a eu le plus de force et de dynamisme. La France est le pays où il y a eu aussi le plus de force pour les réparations. Simplement, il s'agit de réparations non pas pour les colonisés, mais pour les colons. C'est cela qui caractérise notre pays, et même un peu plus que d'autres qui ont fait de même. Voilà pourquoi ces deux exemples emblématiques me semblent pertinents. Avec l'histoire d'Elizabeth Freeman, que je tiens particulièrement à évoquer. Il s'agit d'une femme esclave de son état, une femme debout, comme on dit chez nous aux Antilles, qui a estimé que sa situation n'était pas tout à fait normale. Et se trouvant un jour dans la petite ville de Sheffield, dans le Massachusetts, elle a appris que la Constitution nouvelle des États-Unis affirmait dans son article 1 que les individus naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle a pensé par conséquent que son État était anticonstitutionnel. Elle a décidé de trouver un avocat en lui expliquant qu'elle exigeait à la fois émancipation et réparation. Je vous laisse à penser ce qu'a pensé cet avocat. Il a dû se dire, mais cette femme est folle. Je vous rappelle que l'abolition de l'esclavage a eu lieu aux États-Unis en 1865. Nous sommes en 1781. Pourtant, cet avocat y réfléchit et se dit que, somme toute, cette femme a peut-être bien raison. Voilà pourquoi il a porté plainte et tous deux ont obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'elle a obtenu liberté et justice devant la Cour suprême du Massachusetts, et son cas, tout à fait emblématique, a servi de jurisprudence. Quelques autres esclaves ont eux aussi bénéficié de réparations. On s'est fondé sur son cas à elle.
et d'autres esclaves, tous les esclaves du Massachusetts, ont été libérés parce qu'on a estimé que ce qui était vrai de cette femme devait s'appliquer aux autres esclaves. Cette femme, qui jusqu'alors s'appelait Beth, a décidé dès lors de prendre un nom nouveau, Elizabeth Freeman. Voilà le nom sous lequel elle est restée dans l'histoire, trop peu à mon avis, car c'est une figure à mettre au panthéon des femmes et des hommes qui se sont battus dans le monde pour la liberté. Elizabeth Freeman inaugure un mouvement limité, à l'évidence. Mais enfin, ce mouvement n'était pas arrêté, et justement dans les années 1860, ce combat pour la liberté et la justice continuait, et des esclaves demandaient réparation. La cause abolitionniste avait marqué des points nombreux. Lincoln lui-même, Abraham Lincoln, avait dans son programme la question des réparations. Et il a été élu dans un programme, pour un programme qui incluait cette exigence de justice. Ce n'était donc pas le fait de quelques esclaves révoltés, ni de quelques philanthropes exaltés. Le Parti républicain de l'époque, vous voyez qu'il a bien changé depuis lors, le Parti républicain de l'époque s'était engagé en faveur des réparations. Plus encore, le général Sherman, un des grands généraux de l'armée justement des États-Unis, dans sa grande marche vers le sud contre les États esclavagistes, avait confisqué les terres et les avait attribuées aux anciens esclaves qu'il libérait de ce fait au nom de la réparation. Cette mesure est restée célèbre sous la formule 40 acres et une mule. C'est précisément le nom de la maison de production de Spike Lee, par exemple. Et aujourd'hui encore, lorsque les Noirs américains se sentent un peu plus pauvres qu'ils ne le devraient, de manière dérisoire, par une sorte d'humour amer, ils disent « Où sont passés mes 40 acres et ma mule ?» Pourquoi? Parce que ces terres ont été reprises et attribuées de nouveau aux esclavagistes 6 mois plus tard. La bataille n'était pas perdue pour autant. Lorsque Abraham Lincoln a été assassiné, évidemment, la question des réparations a été fragilisée. Mais un des parlementaires de l'époque, Thaddeus Stevens, que vous avez peut-être vu dans le film de Steven Spielberg, eh bien, Thaddeus Stevens s'est mobilisé et a fait voter une loi dans les 2 chambres, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, une loi de réparation. C'est d'ailleurs une scène très belle et furtive dans le film de Spielberg. On voit Thaddeus Stevens discutant avec Lincoln et lui disant « Mais que fera-t-on après l'abolition ?» Alors on voit Lincoln qui dit « Il faudra voir, on réfléchira ». Et Stevens dit tout simplement « C'est simple, il faut prendre les terres des esclavagistes, les redonner aux esclaves en leur donnant des moyens économiques de pouvoir vivre normalement. » Eh bien, c'est cela qui était prévu dans cette loi, mais il se trouve que le vice-président de Lincoln, propulsé à la présidence, était un sudiste, raciste, qui a mis son veto pour empêcher à la loi d'être mise en œuvre. L'Assemblée, le Congrès américain, scandalisé de tout cela, a décidé de lancer une procédure d'impeachment, la première de l'histoire des États-Unis. Il s'en est fallu d'une voix qu'on ne réussisse à empêcher le président Johnson, lequel est resté en place, s'est opposé aux réparations, s'est opposé au droit de vote. Mais je crois qu'il faut saluer la grande figure de Thaddeus Stevens, par ailleurs, qui s'était engagé sur la question des femmes, sur la question des pauvres, la question de l'antisémitisme, la question des Amérindiens et la question des réparations. On pourrait parler assez longuement de ce combat. Je voudrais citer Callie House, femme illustre qui a créé aux États-Unis la plus grande association de Noirs qu'on ait connue, qui était une association dont l'objet principal, au début du XXe siècle,
était la réparation. On pourrait citer d'autres figures nombreuses, je n'ai pas le temps de le faire. J'arriverai peut-être au début des années 2000 pour évoquer cette loi incroyable votée en Californie qui prévoit une réparation au minimale, mais tout de même. Ce texte dit que les banques et assurances qui veulent soumissionner pour les marchés publics ont l'obligation de révéler si par le passé elles ont bénéficié de l'esclavage. Ce sont des lois dites de disclosure, c'est-à-dire de transparence ou de révélation. Ce fut en effet une révélation. Cette loi qui a été ensuite appliquée dans plusieurs villes des États-Unis, je pense à Détroit, je pense à Baltimore, je pense à Philadelphie, New York, Los Angeles et tant d'autres, toutes ces lois disent la même chose. La transparence est de rigueur. Et les citoyens américains ont le droit de savoir ce qu'on a fait de leur argent. Eh bien, à partir de là, un certain nombre d'entreprises ont dû ouvrir leurs archives, reconnaître malgré elles l'évidence des faits et mettre en place des programmes de réparation, soit pour des raisons morales, soit pour des raisons d'image, à vous de juger. Mais enfin, le combat avance aux États-Unis. Qu'en est-il en France? Il avance aussi, mais il a d'abord avancé à contre-temps, si j'ose dire. Il a d'abord avancé sur la question haïtienne. Vous savez sans doute que Toussaint Louverture, les esclaves haïtiens en général, se sont révoltés, ont défait Napoléon et ont fondé la première République noire. C'est la première des indépendances, avant les indépendances des années 1960. Cependant, les colons français ne l'entendaient pas de cette oreille et estimaient que la colonie et les esclaves demeuraient leur propriété. Par conséquent, ils sont revenus vers Haïti en 1825 en persuadant le roi de France, Charles X, qu'il était nécessaire d'envahir à nouveau l'ancienne colonie, Saint-Domingue. Et c'est ainsi que 14 navires de guerre, 450 canons ont débarqué en Haïti afin de discuter. Le couteau sous la gorge, le président de l'époque, le président Boyer, a dû accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une réparation pour les anciens colons, les pauvres, à cause du dommage que leur avait causé l'abolition de l'esclavage.